Imaginez que vous vous teniez au bord de l'océan, les pieds dans le sable, les yeux tournés vers cet horizon où le ciel et la mer se confondent. Et sous cette surface qui scintille doucement au soleil, sous ces vagues qui vont et viennent depuis la nuit des temps, il existe un autre monde. Un monde que nous connaissons moins bien que la surface de la Lune. Un monde plongé dans une obscurité totale, où règnent des pressions écrasantes, des températures glaciales. Et pourtant, un monde étonnamment vivant, vibrant d'une vie extraordinaire, qui a su s'adapter à ces conditions que nous pensions autrefois incompatibles avec l'existence. Les abysses commencent là où la lumière du soleil ne parvient plus à pénétrer, environ 1000 mètres sous la surface, une frontière invisible au-delà de laquelle commence ce que les océanographes appellent la zone aphotique, le royaume de l'obscurité permanente. Et cette frontière marque le début d'un voyage vertical qui peut descendre jusqu'à près de 11 km de profondeur dans les fosses les plus profondes. Des distances qui donnent le vertige quand on réalise que l'Everest, le plus haut sommet du monde, pourrait être entièrement submergé dans la fosse des Mariannes, avec encore 2 km d'eau au-dessus de son sommet. Notre planète est recouverte à plus de 70% par les océans, et ces océans ont une profondeur moyenne de près de 4000 mètres, ce qui signifie que la plus grande partie de notre monde, la majeure partie de l'espace habitable sur Terre, se trouve en fait dans ces profondeurs abyssales que nous avons à peine commencé à explorer. Un territoire immense et largement inconnu qui s'étend sous nos pieds, sous les vagues, dans un silence absolu que seuls quelques rares explorateurs ont eu le privilège de visiter. Pendant longtemps, les humains ont cru que ces profondeurs étaient un désert sans vie, un monde mort, écrasé par la pression et figé dans l'obscurité. Comment imaginer que quelque chose puisse survivre là où chaque centimètre carré subit une pression équivalente à plusieurs centaines de fois la pression atmosphérique que nous connaissons à la surface, où l'eau est si froide qu'elle frôle le point de congélation, où aucun rayon de lumière ne parvient jamais à percer les ténèbres épaisses. Mais la vie a cette capacité extraordinaire à surprendre, à s'installer dans les endroits les plus improbables, à inventer des solutions aux problèmes les plus insurmontables. Et dans les années 70, quand les premiers sous-marins habités ont commencé à descendre dans les abysses équipés de projecteurs puissants et de caméras capables de documenter ce qu'ils découvraient, ils ont révélé un spectacle qui a bouleversé notre compréhension de la vie sur Terre. En 1977, près des îles Galapagos, un submersible appelé Alvin explorait le fond de l'océan Pacifique à 2500 mètres de profondeur quand son équipage a découvert quelque chose d'absolument inattendu. Des sources d'eau chaude jaillissant du plancher océanique, entourées d'une profusion de vie comme personne n'aurait pu l'imaginer. Des vers tubicoles géants de plusieurs mètres de long, des moules blanches, des crabes aveugles, des crevettes par milliers, toute une communauté vivante prospérant dans cet endroit qui aurait dû être stérile. Ces sources chaudes, que nous appelons maintenant des sources hydrothermales, se forment là où les plaques tectoniques se séparent au fond de l'océan, permettant à l'eau de mer de s'infiltrer profondément dans la croûte terrestre, de se réchauffer au contact du magma qui bouillonne sous la surface, puis de ressurgir chargé de minéraux dissous et de composés chimiques, formant parfois de véritables cheminées qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur, crachant une eau noire ou blanche selon les minéraux qu'elle contient, à des températures qui peuvent dépasser les 300 degrés. Les fumeurs noirs, comme on les appelle, tirent leur nom de la couleur sombre du panache
qui s'échappe de leur cheminée, une couleur due au sulfure métallique qui précipite au contact de l'eau froide de l'océan, créant ces nuages spectaculaires qui s'élèvent dans l'eau comme la fumée d'une cheminée industrielle. Et autour de ces fumeurs, la température peut passer de 300 degrés à l'intérieur de la cheminée à 2 degrés dans l'eau environnante en l'espace de quelques centimètres seulement. Un gradient thermique extrême que peu d'organismes peuvent supporter. Les fumeurs blancs, quant à eux, sont généralement moins chauds. Leur eau ne dépasse souvent pas les 300 degrés. Et elle est riche en minéraux différents, comme le calcium et le silicium, créant des structures souvent plus hautes et plus délicates que celles des fumeurs noirs. Certaines de ces cheminées blanches ont été découvertes mesurant plus de 60 mètres de hauteur. De véritables gratte-ciels sous-marins construits lentement par les dépôts minéraux qui s'accumulent année après année. Autour de ces sources, la vie a trouvé une façon complètement nouvelle de subsister, car dans les profondeurs océaniques, loin de la lumière du soleil, la photosynthèse devient impossible, les plantes ne peuvent pas pousser, la base traditionnelle de toute chaîne alimentaire disparaît. Et pourtant, la vie persiste grâce à un processus remarquable appelé chimiosynthèse, où des bactéries microscopiques tirent leur énergie non pas de la lumière, mais des composés chimiques présents dans l'eau chaude qui sort des cheminées. Ces bactéries transforment des substances comme le sulfure d'hydrogène, ce gaz qui sent l'œuf pourri et qui est toxique en énergie qu'elles utilisent pour produire de la matière organique, exactement comme les plantes utilisent la lumière du soleil pour fabriquer des sucres par photosynthèse. Et ces bactéries deviennent alors la base d'une chaîne alimentaire entièrement nouvelle, un écosystème qui ne dépend pas du soleil, mais de la chaleur interne de notre planète. Les vers géants qui vivent près de ces sources, ces créatures étranges appelées vers tubicoles ou riftia, n'ont ni bouche, ni estomac, ni intestin. Ils ne peuvent pas manger au sens où nous l'entendons, mais à l'intérieur de leur corps vivent des milliards de bactéries chimiosynthétiques qui produisent de la nourriture pour eux en échange d'un habitat protégé et d'un accès aux composés chimiques dont elles ont besoin. Une relation symbiotique si intime que le ver et ses bactéries ne peuvent plus survivre l'un sans l'autre. Cette découverte a profondément changé notre vision de la vie. Elle a montré que la vie pouvait exister indépendamment du soleil, qu'elle pouvait puiser son énergie dans la chimie plutôt que dans la lumière. Et cette révélation a des implications qui dépassent largement notre planète, car si la vie peut prospérer dans les abysses terrestres sans lumière solaire, peut-être peut-elle aussi exister sur d'autres mondes de notre système solaire, sous la glace d'Europe, une lune de Jupiter, ou dans les océans cachés d'Encelade, une lune de Saturne, où des sources hydrothermales pourraient également exister. Mais les sources hydrothermales ne sont qu'une facette de la vie abyssale, car au-delà de ces oasis de chaleur et de vie concentrée, s'étendent d'immenses plaines abyssales, des déserts sous-marins qui couvrent plus de la moitié de la surface de notre planète, des étendues plates de sédiments qui se sont accumulés grain après grain pendant des millions d'années, formant une couche épaisse qui recouvre le plancher océanique rocheux. Ces plaines abyssales nous paraissent monotones et vides quand nous les survolons avec un sous-marin, mais elles hébergent en réalité une biodiversité discrète mais fascinante, des vers, des concombres de mer, des étoiles de mer, des poissons étranges, et surtout une abondance incroyable de micro-organismes qui vivent dans les sédiments, se nourrissant des particules de matière organique qui tombent lentement depuis la surface comme une neige marine constante.
Cette neige marine est constituée de tout ce qui meurt dans les couches supérieures de l'océan. Des algues microscopiques, du zooplancton, des déjections d'animaux, des cadavres de poissons, toute cette matière qui coule lentement à travers les kilomètres d'eau, se décomposant progressivement pendant sa descente, nourrissant les créatures qui vivent à différentes profondeurs, jusqu'à ce que ce qui reste atteigne finalement le fond et devienne le festin des organismes abyssaux. Parfois, quelque chose de plus substantiel tombe des hauteurs, le cadavre d'une baleine par exemple, et quand cela arrive, c'est comme si un banquet extraordinaire était soudainement servi au fond de l'océan, attirant une foule d'animaux qui viennent se nourrir de cette manne inattendue, des requins dormeurs, des crabes géants, des vers zombies qui s'enfoncent dans les eaux pour en extraire les lipides, créant un écosystème temporaire qui peut persister pendant des décennies autour du squelette qui se décompose lentement. Les créatures qui vivent dans les abysses ont développé des adaptations extraordinaires pour survivre dans cet environnement si particulier. Beaucoup sont transparentes ou noires pour se camoufler dans l'obscurité. Certaines possèdent de grands yeux hypersensibles, capables de détecter le moindre photon de lumière. D'autres, au contraire, ont complètement perdu leurs yeux, car ils ne servent à rien dans l'obscurité totale, et ils comptent plutôt sur d'autres sens, comme le toucher ou la détection des vibrations pour naviguer et trouver leur nourriture. Une des adaptations les plus fascinantes est la bioluminescence, cette capacité à produire de la lumière par des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps. Et dans les profondeurs océaniques, la bioluminescence est extrêmement répandue. On estime que plus de 90% des créatures qui vivent dans la zone crépusculaire, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, peuvent produire de la lumière, créant un spectacle féerique de points lumineux qui clignotent dans l'obscurité. Ces lumières ont de nombreuses fonctions. Certains poissons les utilisent comme des phares pour éclairer leur chemin et trouver des proies. D'autres les utilisent comme des leurres pour attirer des victimes imprudentes. Le poisson pêcheur des abysses, avec son appendice lumineux qui pend devant sa bouche gigantesque, en est l'exemple le plus connu. D'autres encore utilisent la bioluminescence pour communiquer avec leurs congénères, pour trouver un partenaire dans l'immensité obscure, ou pour confondre des prédateurs en libérant des nuages de particules lumineuses qui créent une diversion pendant qu'ils s'échappent. La pression dans les abysses est un autre défi majeur que la vie a dû surmonter. À 4000 mètres de profondeur, la pression est environ 400 fois supérieure à celle que nous connaissons à la surface, ce qui signifie que chaque centimètre carré du corps d'un organisme abyssal subit une force équivalente à celle d'un éléphant posé sur une surface de la taille d'un timbre-poste. Et pourtant, les poissons et les invertébrés des profondeurs ne sont pas écrasés par cette pression, car leurs corps sont remplis de liquides qui sont essentiellement incompressibles. Les poissons abyssaux n'ont pas de vessie natatoire remplie de gaz comme leurs cousins de surface, car un tel organe serait comprimé jusqu'à l'inutilité à ces profondeurs. À la place, ils ont développé d'autres moyens de maintenir leur flottabilité. Certains accumulent des lipides dans leur corps, car les graisses sont moins denses que l'eau. D'autres ont des os très légers et peu calcifiés, des corps gélatineux qui dérivent passivement dans l'eau sans effort. Les températures dans les abysses sont également extrêmes, oscillant généralement entre 2 et 4 degrés Celsius, juste au-dessus du point de congélation. Et rester stable dans ces conditions froides nécessite des adaptations biochimiques particulières, les protéines
et les membranes cellulaires des organismes abyssaux sont structurées différemment de celles des organismes de surface pour rester fonctionnels à ces températures basses. Certains poissons produisent des protéines antigel qui empêchent la formation de cristaux de glace dans leur sang. Malgré toutes ces adaptations remarquables, la vie dans les abysses reste difficile. La nourriture est rare car elle dépend de ce qui tombe de la surface, et cette pluie de particules organiques diminue considérablement avec la profondeur, si bien que les animaux des grandes profondeurs doivent souvent se contenter de très peu. Leurs métabolismes sont lents, ils grandissent lentement, se reproduisent rarement. Certains peuvent vivre des décennies ou même des siècles, attendant patiemment qu'une opportunité de se nourrir se présente. Le temps semble s'écouler différemment dans les abysses. Un requin du Groenland peut vivre plus de 400 ans, ce qui en fait le vertébré le plus longévif connu. Et il atteint sa maturité sexuelle seulement vers l'âge de 150 ans. Une patience extraordinaire comparée aux créatures de surface. Et certains coraux des profondeurs ont été datés à plus de 4000 ans, ce qui signifie qu'ils ont commencé à pousser à l'époque où les humains construisaient les pyramides d'Égypte. Cette lenteur du rythme de vie dans les abysses rend ces écosystèmes particulièrement vulnérables aux perturbations, car si une colonie de coraux profonds est détruite par un chalut de pêche ou une exploitation minière, il faudra peut-être des milliers d'années pour qu'elle se reconstitue, si elle se reconstitue jamais, et les poissons qui vivent là peuvent mettre des décennies à se reproduire, ce qui signifie qu'une population surpêchée mettra très longtemps à récupérer. Cette rareté de la nourriture explique pourquoi beaucoup de poissons abyssaux ont des bouches démesurément grandes par rapport à leur corps, des dents acérées pointant vers l'intérieur, des estomacs extensibles capables d'accueillir des proies presque aussi grandes qu'eux-mêmes, car quand une occasion de manger se présente dans les abysses, il faut pouvoir en profiter au maximum. On ne sait pas quand la prochaine viendra. Explorer les abysses représente un défi technologique considérable pour les humains. Descendre à plusieurs milliers de mètres de profondeur nécessite des engins capables de résister à des pressions énormes, des sphères en titane ou en acier spécial, avec des parois épaisses qui protègent les occupants, des systèmes de propulsion fiables, des lumières puissantes, des bras robotiques pour collecter des échantillons. Et tout cela doit fonctionner dans un environnement hostile où la moindre fuite, la moindre défaillance technique peut être fatale. Les premiers submersibles capables d'atteindre les grandes profondeurs sont apparus dans les années 50 et 60. Le bathyscaphe Trieste a atteint le point le plus profond de l'océan en 1960, descendant jusqu'à près de 11 km dans la fosse des Mariannes, un record qui n'a été battu que récemment. Mais ces plongées étaient brèves et limitées. Les explorateurs ne pouvaient pas rester longtemps au fond, ni se déplacer beaucoup. Ils ne faisaient qu'entrevoir ce monde mystérieux. Aujourd'hui, les sous-marins modernes sont plus sophistiqués, équipés de caméras haute définition, de capteurs variés, de bras mécaniques précis. Ils peuvent passer des heures à explorer le fond océanique, à filmer, à photographier, à collecter des échantillons de roches et d'organismes vivants qui sont ensuite remontés à la surface pour être étudiés dans les laboratoires. Chaque plongée rapporte des données précieuses qui enrichissent notre compréhension de ces environnements extrêmes. Mais même avec la technologie moderne, nous n'avons exploré qu'une infime fraction des fonds océaniques. On estime que moins de 5% des abysses ont été visités directement par des humains ou des robots, ce qui signifie que la majeure partie de ce monde reste inconnue, cartographiée seulement grossièrement
par des sonars qui tracent les contours du relief, mais ne révèlent rien de ce qui vit là-bas, de la faune qui peuple ces régions, des écosystèmes qui s'y développent. Cette méconnaissance des abysses devient de plus en plus problématique, car nous réalisons maintenant que ces profondeurs jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de notre planète. Les océans absorbent environ 1/3 du dioxyde de carbone que nous émettons dans l'atmosphère. Et une partie de ce carbone finit par couler vers les fonds marins, où il est stocké dans les sédiments pendant des millénaires. Les abysses agissent ainsi comme un immense puits de carbone qui aide à réguler le climat de notre planète. Les courants océaniques, qui circulent entre la surface et les profondeurs, transportant de l'eau chaude vers les pôles et de l'eau froide vers l'équateur, jouent également un rôle majeur dans la distribution de la chaleur autour du globe. Et ces courants sont influencés par ce qui se passe dans les abysses, par la température et la salinité de l'eau profonde, par la topographie du fond océanique qui peut accélérer ou ralentir ces flux massifs d'eau. Les abysses recèlent également des ressources qui intéressent de plus en plus les industries humaines. Les sources hydrothermales déposent autour d'elles des quantités importantes de métaux précieux, du cuivre, du zinc, de l'or, des terres rares utilisées dans les technologies modernes. Et ces dépôts minéraux attirent l'attention des compagnies minières qui envisagent de les exploiter, de descendre des machines au fond de l'océan pour extraire ces richesses. Cette perspective d'une exploitation minière des fonds marins inquiète profondément les scientifiques, car nous ne comprenons pas encore suffisamment ces écosystèmes pour évaluer l'impact qu'aurait une telle activité. Détruire des sources hydrothermales et les communautés qui en dépendent, remuer les sédiments des plaines abyssales et étouffer la vie qui s'y trouve, perturber des écosystèmes qui ont mis des milliers d'années à se développer. Tout cela pourrait avoir des conséquences irréversibles sur une biodiversité que nous commençons à peine à découvrir. Les organismes des abysses présentent également un intérêt scientifique et médical considérable. Leurs adaptations uniques aux conditions extrêmes pourraient nous enseigner des choses précieuses. Certaines bactéries des sources hydrothermales produisent des enzymes qui restent actives à des températures très élevées. Des enzymes qui sont maintenant utilisées dans des processus industriels et dans les tests ADN qui nécessitent des cycles de chauffage et de refroidissement. D'autres organismes abyssaux produisent des composés chimiques pour se défendre contre les prédateurs ou les infections. Et certains de ces composés se révèlent avoir des propriétés antibiotiques ou anticancéreuses prometteuses, ouvrant des pistes pour le développement de nouveaux médicaments. Chaque nouvelle espèce découverte dans les profondeurs pourrait potentiellement contenir des molécules utiles pour la médecine ou la biotechnologie, un trésor de biodiversité largement inexploré. La diversité de la vie abyssale dépasse largement ce que nous avions imaginé. Chaque nouvelle exploration révèle des espèces inconnues, des animaux aux formes étranges qui défient notre compréhension, des pieuvres translucides qui ressemblent à des fantômes flottant dans l'eau, des méduses géantes dont les tentacules s'étendent sur des dizaines de mètres, des requins préhistoriques qui n'ont pratiquement pas évolué depuis des millions d'années, des poissons avec des têtes transparentes à travers lesquelles on peut voir leur cerveau. Certaines de ces créatures sont si différentes de tout ce que nous connaissons qu'elles semblent presque extraterrestres, comme ces calmars géants qui peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et qui possèdent les plus grands yeux du règne animal, des yeux de la taille d'une assiette qui leur permettent de détecter la faible bioluminescence de leur proie ou prédateurs dans l'obscurité quasi totale des profondeurs moyennes où ils chassent.
Il y a aussi ces poissons dragons avec leurs dents si longues qu'elles ne peuvent pas fermer complètement leur bouche. Des créatures qui semblent sorties d'un cauchemar, mais qui sont parfaitement adaptées à leur environnement, utilisant un appendice lumineux sous leur menton pour attirer leur proie dans l'obscurité. Et ces poissons vipères qui peuvent ouvrir leur bouche à un angle de presque 180 degrés pour avaler des proies presque aussi grandes qu'eux. Une nécessité dans un monde où les repas sont rares et imprévisibles. Les amphipodes géants, ces cousins des minuscules puces de mer que l'on trouve sur les plages, atteignent dans les abysses des tailles impressionnantes, certains mesurant plus de 30 cm de long, des créatures qui ressemblent à d'énormes crevettes translucides et qui se nourrissent des cadavres qui tombent au fond de l'océan, jouant un rôle essentiel dans le recyclage de la matière organique dans ces profondeurs. Et puis, il y a les holothuries, ces concombres de mer qui rampent lentement sur le fond océanique en filtrant les sédiments à la recherche de particules nutritives. Des animaux qui peuvent vivre plus de 100 ans et qui ont la capacité étrange d'expulser leurs organes internes quand ils sont menacés. Une défense qui distrait les prédateurs pendant que l'animal s'échappe. Et ces organes repoussent ensuite lentement au fil des mois. Les scientifiques estiment que nous avons décrit moins de 10% des espèces qui vivent dans les océans. Et cette proportion est probablement encore plus faible pour les abysses, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des millions d'espèces encore inconnues qui vivent dans ces profondeurs, des créatures que personne n'a jamais vues, des écosystèmes dont nous ne soupçonnons pas l'existence, toute une part de la biodiversité de notre planète qui reste cachée dans l'obscurité. Cette immensité inexplorée nous rappelle à quel point nous connaissons mal notre propre planète. Nous avons envoyé des sondes vers les confins du système solaire. Nous avons cartographié la surface de Mars avec une précision remarquable. Mais les fonds de nos propres océans restent largement mystérieux, et cela s'explique en partie par la difficulté technique de l'exploration sous-marine, mais aussi par le fait que pendant longtemps, les océans n'ont pas suscité autant d'intérêt que l'espace. Les abysses ne sont d'ailleurs pas aussi silencieuses qu'on pourrait le croire, même si nous les appelons parfois le monde du silence, car le son voyage remarquablement bien dans l'eau, beaucoup mieux que dans l'air, et les créatures marines utilisent largement les sons pour communiquer, se repérer, chasser. Les cétacés peuvent s'entendre à des milliers de kilomètres de distance, leurs chants graves traversant les océans comme des messages lancés à travers l'immensité. Dans les profondeurs, les crevettes pistolets produisent des claquements si puissants qu'ils créent de minuscules bulles de cavitation qui implosent avec un bruit assourdissant capable d'étourdir leur proie. Et certains poissons émettent des grondements, des clics, des sifflements pour communiquer avec leurs congénères, créant une symphonie sous-marine que nous commençons seulement à enregistrer et à comprendre grâce aux hydrophones que nous déployons dans les profondeurs. Heureusement, cette situation commence à changer. De plus en plus, de scientifiques se tournent vers les océans et particulièrement vers les abysses, réalisant l'importance de ces environnements pour la santé de notre planète et pour notre compréhension de la vie elle-même. Des programmes internationaux visent maintenant à cartographier l'intégralité des fonds océaniques d'ici 2030, un objectif ambitieux mais nécessaire si nous voulons protéger efficacement ces milieux. Car protéger les abysses devient urgent, non seulement à cause de la menace que représente l'exploitation minière, mais aussi parce que le changement climatique affecte les océans profonds. L'eau se réchauffe même dans les abysses, les courants changent.
l'acidification de l'océan causée par l'absorption du dioxyde de carbone atmosphérique atteint progressivement les profondeurs. Et tous ces changements ont des conséquences sur les écosystèmes abyssaux que nous ne comprenons pas encore complètement. Les déchets humains atteignent également les abysses. Du plastique a été retrouvé dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de l'océan. Des microplastiques ont été détectés dans les estomacs de créatures vivant à des milliers de mètres de profondeur, montrant que même les endroits les plus reculés de notre planète ne sont pas à l'abri de notre impact. Et cela devrait nous faire réfléchir sur notre responsabilité envers ces environnements que nous ne voyons pas, mais qui font partie intégrante de notre monde. L'étude des abysses nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres incontestés de notre planète, que des mondes entiers existent en dehors de notre perception quotidienne, que la vie peut prospérer dans des conditions que nous jugions impossibles, que la nature est infiniment plus créative et résiliente que ce que nous imaginions, et que notre compréhension du vivant reste limitée malgré tous nos progrès scientifiques. Ces leçons prennent une résonance particulière quand nous réalisons que les abysses pourraient nous aider à comprendre comment la vie pourrait exister ailleurs dans l'univers. Car si la vie peut prospérer dans les conditions extrêmes des sources hydrothermales terrestres, indépendamment de la lumière du soleil, alors elle pourrait également exister dans les océans souterrains d'Europe ou d'Encelade, ces lunes glacées où l'eau liquide existe sous une épaisse couche de glace, chauffée par les forces de marée qui déforment ces mondes et génèrent de la chaleur interne. Les missions spatiales futures qui exploreront ces lunes lointaines s'inspireront des techniques développées pour étudier nos propres abysses. Les robots qui plongeront sous la glace d'Europe ressembleront probablement aux submersibles qui explorent nos fonds océaniques. Et les scientifiques chercheront des sources hydrothermales similaires à celles que nous avons découvertes sur Terre. Car si la vie existe là-bas, c'est probablement autour de ces sources qu'elle se sera développée. En contemplant les abysses, nous contemplons donc aussi notre place dans l'univers. Nous réalisons que notre planète bleue cache encore d'immenses secrets, que l'exploration de notre propre monde est loin d'être terminée, que chaque plongée dans les profondeurs est une aventure vers l'inconnu qui peut révéler des merveilles insoupçonnées. Et cette perspective devrait nous remplir à la fois d'émerveillement devant la richesse de la vie sur Terre et de détermination à protéger ces trésors que nous découvrons. Car au fond, les abysses nous parlent de résilience, de la capacité de la vie à s'adapter, à survivre, à prospérer même dans les conditions les plus extrêmes. Elles nous montrent que la vie n'est pas fragile, mais remarquablement tenace, qu'elle trouve toujours un chemin, qu'elle invente des solutions auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Et cette leçon est précieuse à une époque où nous nous inquiétons pour l'avenir de la biodiversité face aux changements que nous imposons à notre planète. Les créatures des abysses ont survécu à d'innombrables bouleversements au cours de l'histoire géologique de la Terre, à des extinctions de masse qui ont rayé de la carte des espèces entières à la surface, à des changements climatiques majeurs, à des variations du niveau des océans. Et elles sont toujours là, poursuivant leur existence discrète dans les profondeurs, témoins silencieux de la longue histoire de la vie sur notre planète. Alors que nous terminons cette exploration des mystères des fonds marins, nous pouvons ressentir à la fois un émerveillement devant l'extraordinaire diversité et l'ingéniosité de la vie abyssale, et une responsabilité grandissante de protéger ces environnements que nous commençons seulement à connaître. Car chaque écosystème que nous détruisons avant même de l'avoir compris est une page arrachée
du grand livre de la vie terrestre, une connaissance perdue à jamais, des solutions évolutives qui auraient pu nous inspirer, nous enseigner, nous aider à résoudre nos propres défis. Les abysses nous invitent à regarder au-delà de notre expérience quotidienne, à imaginer ce qui se passe sous la surface lisse de l'océan, à réaliser que notre planète est bien plus vaste et mystérieuse que ce que nous voyons depuis nos rivages. Et cette prise de conscience devrait nous encourager à explorer davantage, à protéger mieux, à respecter profondément ces mondes cachés qui font partie intégrante du système vivant complexe dont nous dépendons tous pour notre survie et notre bien-être.